À ce jour, l'électro-hypersensibilité est reconnue et décrite par l'OMS, mais le lien causal avec les champs électromagnétiques n'est pas officiellement pris en compte. À Paris, des travaux scientifiques ont permis de mettre en évidence ce syndrome de manière objective. Ces travaux ont été menés par Dominique Bellepomme, cancérologue internationalement reconnu et expert en santé environnementale. Voilà, toutes ces armoires correspondent aux malades venus me consulter pour une intolérance au champ électromagnétique. C'est la plus grande série mondiale, 1500 cas examinés cliniquement et biologiquement depuis ces 5 dernières années. Les patients ont subi des examens neurologiques et des tests biologiques permettant de doser vitamines et protéines. On a aussi mesuré le flux sanguin de leur cerveau, ce qui a permis une découverte inquiétante. Nous observons effectivement que certaines zones du cerveau sont moins bien irriguées que d'autres, que ce soit lié à une baisse de fluidité du sang, notamment avec des globules rouges qui s'agglutinent, ou tout simplement aussi avec des capillaires sanguins cérébraux qui sont anormaux. Toujours est-il qu'il y a insuffisamment de sang qui passe, si vous voulez, dans ces zones du cerveau. Et à partir du moment où vous avez une baisse du flux sanguin dans certaines zones du cerveau, vous avez une baisse d'oxygène, et quand vous avez un manque d'oxygène qui arrive au niveau des neurones, qui sont les cellules nobles du cerveau, et bien effectivement, vous avez dans un premier temps un dysfonctionnement des neurones, et si l'exposition au champ électromagnétique persiste, vous avez destruction du neurone, et à ce moment-là, nous entrons dans une véritable maladie d'Alzheimer, ou une maladie apparentée à ce que Alzheimer a décrit. Alors voilà, un écho-doppler cérébral pulsé normal. Le Doppler cérébral pulsé est un instrument permettant de mesurer la vitesse des globules rouges dans les vaisseaux intracrâniens. Ici, c'est le lobe temporal droit, ici le lobe temporal gauche, et comme vous le voyez, le flux sanguin passe parfaitement. Chaque fois que c'est rouge ou orange, ça veut dire que le flux sanguin est normal. Par contre, ici, on a le même chez un sujet électro-hypersensible, comme vous le voyez, ici, dans cette région capsulo-thalamique qui correspond au système limbique, il y a pratiquement plus de sang, plus de globules rouges qui passent. Un constat alarmant qui commence à trouver une prise en compte toujours plus large au sein de la communauté scientifique. Vous avez le rapport Bioinitiative, qui est un rapport qui fait l'état de plus de 3000 articles scientifiques démontrant formellement que les champs électromagnétiques sont excessivement toxiques, non seulement avec un risque de cancer, mais également avec un risque sur le système nerveux central. Et il y a des maladies telles que la sclérose en plaques pour lesquelles on suspecte très fortement une origine liée au champ électromagnétique. Donc si vous voulez, c'est pour ça que l'électro-hypersensibilité n'est que la partie émergée de l'iceberg, et c'est toute une pathologie qui gravite derrière ce premier état biologique qu'est l'électro-hypersensibilité. Aujourd'hui, il y a vraiment un début de reconnaissance qui est croissant au niveau de la communauté médico-scientifique internationale. La communauté scientifique, mais aussi la justice. Dernièrement, plusieurs jugements ont été rendus en faveur de personnes souffrant du mal des ondes. À Toulouse, un tribunal octroie une rente d'invalidité à une femme reconnue électro-hypersensible. À Grenoble, la justice ordonne le retrait d'un compteur d'eau connecté nouvelle génération au domicile d'une personne également électro-hypersensible. Et à Brescia, en Italie, la Cour de cassation exige le versement d'une rente d'invalidité à Innocente Marcolini, un cadre d'entreprise qui contracte une tumeur suite à un usage intensif du téléphone cellulaire. Une des études les plus récentes sur le cancer a été commanditée par le gouvernement américain à travers son programme toxicologique national. Le but, étudier des rats et des souris soumis au rayonnement de la téléphonie mobile de manière continue sur 2 ans. Nous avons contacté Ron Melnick, la personne qui a conçu le programme de recherche. Il a répondu à nos questions depuis le Connecticut. Nous avons testé l'hypothèse qu'il n'y aurait pas d'effet biologique. Et les résultats disent qu'on peut réfuter cette hypothèse.
parce qu'on a observé des effets sur la santé. Le plus important, c'était une augmentation de tumeurs au cerveau, des gliomes, et une augmentation de schwannome du cœur, une tumeur bénigne. Les cellules de Schwann composent les gaines des nerfs. Là, c'était dans le cœur. Il y avait aussi des dégâts à l'ADN observés dans les cellules du cerveau des rats et des souris. L'importance de ces découvertes, c'est leur cohérence avec ce qui a été décrit chez l'homme. Mais diriez-vous que téléphoner est dangereux? Je dirais qu'il faut être conscient de la manière de l'utiliser. Les enfants devraient être limités dans la durée d'utilisation, surtout quand on sait que les radiations pénètrent plus profondément, avec plus d'intensité dans un cerveau d'enfant. Un cerveau d'enfant en développement est plus vulnérable à ces agents. Mon conseil, soyez conscient de ça. Prenez des mesures de précaution, utilisez les haut-parleurs, utilisez des écouteurs, faites des SMS, sauf quand vous conduisez, et essayez de tenir l'antenne du téléphone loin du corps. Cette mise en évidence d'un risque de cancer confirme les résultats d'autres études sur l'homme menées en Europe. Études qui ont croisé l'apparition de tumeurs et l'usage intensif du téléphone. Toutefois, il existe encore de nombreux sceptiques. Je pense que personne ne veut croire que ce qu'il a en main comporte un risque potentiel de cancer. Mais maintenant, les preuves scientifiques s'accumulent dans le sens qu'il existe un risque pour la santé. Les résultats de l'étude sont encore partiels, mais le programme toxicologique américain a décidé de les rendre publics en raison de leur importance. Le rapport final sera publié fin 2017. En 2006, les universités de Bâle et de Berne analysent une soixantaine d'études portant sur la dangerosité du téléphone mobile. Découverte des chercheurs, les études financées par l'industrie observent des effets négatifs sur la santé dans 33% des cas. Les études financées par le public observent des effets négatifs dans 82% des cas. Conclusion, les résultats diffèrent en fonction du financement, ce qui jette un doute sur l'indépendance des chercheurs. Au Parlement de Strasbourg, la députée verte et docteur en biologie Michèle Rivasi dénonce ce phénomène. On a plein de faisceaux scientifiques avec des expertises indépendantes qui montrent qu'il y a un effet. Et puis, les opérateurs nous sortent d'autres études qui financent eux-mêmes, vous voyez, pour entretenir le doute. On a eu le tabac qui nous a montré qu'il y avait des experts financés par l'industrie du tabac. Et maintenant, on a plein d'experts financés par les opérateurs de téléphonie mobile. Parce que l'argent est roi et notre santé est secondaire. Lorsque vous avez après un problème sanitaire, ça coûte des milliards d'euros à la société. Mais on ne veut pas les prendre en charge parce qu'on est sur l'effet immédiat, on est sur le court terme. Et moi, ce que j'essaie de leur montrer, c'est que si on continue comme ça, toutes les études scientifiques montrent qu'il y aura une augmentation de gens qui seront intolérants aux champs électromagnétiques et qu'il faut anticiper, il faut diminuer, vous voyez, les champs électromagnétiques. Donc c'est à nous, députés européens, vous voyez, de pousser la Commission et de pousser justement ces financements pour une recherche indépendante. Parce que si elle n'est pas indépendante, on connaît déjà la conclusion.